Avez-vous déjà ressenti cela? Être assise dans une pièce pleine de gens qui vous sourient, mais qui, en réalité, vous plantent un couteau dans le dos? C'est exactement ce que je ressentais. Assise à ma propre table, entourée de personnes censées être ma famille, mais qui riaient de ma douleur comme si cela faisait partie de leur divertissement. C'était Noël, notre première fête dans la maison que Mathieu et moi avions achetée après des années d'économie. J'avais passé toute la semaine à préparer, mariner, rôtir, décorer, même imprimer des petites cartes avec les noms, dorés en relief, comme dans un téléfilm de Noël à la télévision française. Je voulais que ce dîner soit un symbole d'amour et d'unité, qu'il montre que j'avais ma place. Au lieu de cela, c'est ce jour-là que ma vie s'est fissurée. Nous venions de finir le dessert quand j'ai entendu Mathieu, mon mari, mon partenaire depuis 8 ans, s'adosser à sa chaise, prendre une gorgée de whisky et dire « Tu ne sais même pas qui est ton vrai père ». D'abord, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai ri, mal à l'aise, pensant que c'était une mauvaise blague. Mais ensuite, j'ai regardé sa mère, Jacqueline, et j'ai vu son sourire. Pas un sourire tendre, celui qu'on affiche quand on entend enfin, à voix haute, ce qu'on a toujours pensé en silence. Elle a reniflé. « Ce garçon ne te ressemble pas du tout, Mathieu. » Et à la seconde même, la table a éclaté de rire. Sa tante, son frère, même ma propre sœur Sophie, tous semblaient choqués mais sont restés silencieux. Et le rire des autres m'a giflé. Non parce qu'il était fort, mais parce qu'il était sincère. Dans leurs yeux, je voyais qu'ils y croyaient. Mathieu ne m'a pas défendu, il n'a pas dit « Vous êtes fou ». Il a juste repris une gorgée et a esquissé un sourire. Mon estomac s'est noué, ma gorge s'est serrée, mes mains sont devenues glacées. J'ai regardé mon fils, Lucas, assis à côté de moi. Il avait cessé de manger. La fourchette posée sur l'assiette. Son visage s'était figé. Il avait tout entendu, chaque mot. Et tandis qu'il riait, quelque chose se brisait en moi. J'avais passé des années à prouver ma valeur à la famille de Mathieu. Jacqueline ne m'avait jamais aimée et ne s'en était jamais cachée. Elle disait que j'étais trop parfaite, comme si je jouais un rôle. La vérité, c'est que je ne faisais que survivre. J'avais 24 ans quand j'ai rencontré Mathieu. Je n'avais pas d'argent. Je travaillais sur 2 petits boulots pour finir ma formation à l'Institut de soins infirmiers. Et Mathieu est apparu comme une bouée de sauvetage, charmant, généreux, sûr de lui. Mon père, Henri, ne lui a jamais fait confiance dès le début, mais je voulais tellement croire que j'avais enfin rencontré quelqu'un qui voulait vraiment être avec moi. Et, peut-être, au début, il le voulait vraiment. Mais avec le temps, Mathieu a changé. Il est devenu froid, distant, perpétuellement insatisfait, me répétant sans cesse que je lui devais quelque chose. Mais je tenais bon pour Lucas, pour la famille que j'espérais construire. Et maintenant, d'une phrase lancée à la légère, il a tout détruit, sous les yeux de notre fils. Mais avant que je ne puisse ouvrir la bouche, Lucas a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il s'est levé. Mon petit garçon de 7 ans, mince, dans sa chemise à carreaux bleus qu'il avait absolument voulu mettre parce qu'il disait qu'elle le faisait ressembler à un gentleman. Il s'est levé, a repoussé sa chaise et a dit distinctement « En réalité, je sais qui il est ». Le silence est tombé sur la pièce. Je ne respirais plus. Jacqueline avait cessé de sourire. La main de Mathieu, son verre en suspens dans l'air, s'était figée. Tous les regards étaient tournés vers Lucas. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était plus à propos de moi. C'était à propos de lui. Il avait capté chaque blague, chaque mot blessant, chaque chuchotement dans mon dos. Tout le monde pensait qu'il était trop jeune pour comprendre. Mais il avait compris. Il avait tout compris. Et il s'apprêtait à dire sa vérité. Je n'oublierai jamais ce regard. Calme, ferme, trop adulte pour un enfant. J'ai tendu la main vers lui, mais il l'a doucement écartée. Il n'avait pas fini, et cette histoire non plus. Le paradoxe, c'est qu'on ne remarque souvent sa propre douleur qu'au milieu de ceux qui la ravivent. Encore et encore. Noël devait être pour nous un nouveau départ, une fête. Le premier grand événement familial dans la maison que nous avions achetée avec Mathieu au printemps dernier.
Un petit pavillon de style néoclassique dans une banlieue tranquille de Lyon. Notre rêve. Je me souviens de la visite. Pieds nus sur le parquet, je m'imaginais Lucas courant dans le couloir avec une épée en plastique en criant « Attaque du dragon !» C'était le genre de maison où la vie semblait enfin s'ordonner. Alors j'avais mis tout mon cœur dans ce dîner. Je voulais que tout soit parfait. Des bougies parfumées à la cannelle dans l'entrée et le jazz doux dans les enceintes aux serviettes de tissu pliées avec soin et aux assiettes dorées que j'avais empruntées à ma tante Margot. Je voulais qu'il voie, j'étais à ma place ici, je méritais d'être membre de cette famille, la famille de Mathieu. Ce matin-là, je m'étais levée à 5 heures, avais embrassé Lucas sur le front pendant qu'il dormait et étais entrée sur la pointe des pieds dans la cuisine. J'avais mariné la dinde, préparé la bûche de Noël maison et même fouetté la crème à la main. À midi, j'étais déjà en sueur, mais je souriais, faisant semblant de ne pas être fatiguée. Je me regardais sans cesse dans le miroir. Je lissais mes boucles, me remaquillais, effaçais des plis imaginaires sur ma robe. Il fallait que j'aie l'air forte, organisée, inébranlable. Quand les invités ont commencé à arriver, c'était comme une première de théâtre. La première à entrer fut la mère de Mathieu, Jacqueline, enveloppée d'un parfum lourd qui me faisait toujours éternuer et avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Elle embrassa Lucas et me lança à peine un regard. « Ah, tu as acheté une composition toute prête pour la table ?» Ce n'était pas une composition achetée. J'avais passé 1 heure à la faire. Mathieu descendit plus tard, comme d'habitude, ajustant ses boutons de manchette et se comportant comme la vedette d'un spectacle auquel il n'avait même pas répété. Il embrassa sa mère et me fit un signe de tête comme si j'étais une étrangère ayant invité sa famille. Son frère Hugo arriva avec sa compagne, puis sa tante Claudine, couverte de bijoux comme toujours, apportant de nouvelles rumeurs. Sophie, ma petite sœur, entra la dernière avec mon père, Henri, les seuls visages qui me firent soupirer de soulagement. Henri était tout pour Lucas. Depuis le premier jour, il était là. Lisait des histoires le soir, lui apprenait à faire ses lacets, assistait aux événements scolaires quand Mathieu avait du travail. Lucas l'adorait, l'appelait « mon homme principal ». Henri me serra fort dans ses bras, comme s'il sentait le poids sur mes épaules. « Je suis fier de toi, ma fille », dit-il. Je m'accrochais à ce moment comme à de l'oxygène. Quand nous nous sommes assis à table, j'ai essayé de ressentir ce que j'étais censée ressentir. La gratitude, l'amour, la chaleur. Mais derrière le tintement des assiettes et les rires forcés, je ne sentais que des fissures. Mathieu me regardait à peine dans les yeux. Il plaisantait avec son frère, parlait de sport, faisait défiler son téléphone. Il ne m'a même pas demandé pour le repas, n'a pas loué mes efforts. Il ne me voyait pas. Jacqueline continuait ses remarques. « Oh, tu n'as pas fait tremper la dinde dans la saumure ? Ma mère disait toujours que c'était le secret. » Je souriais toujours. C'était mon rôle, être agréable, organisée, imperturbable. Mais à l'intérieur, je m'effritais. Et le pire, c'était de savoir, même mon silence serait retourné contre moi. « Parle, et tu es trop sensible. Tais-toi, et tu es fausse. » Lucas était le seul rayon de lumière. Il était heureux quand on riait de ses histoires. Il avait préparé pour chaque invité un dessin, glissé dans de petites enveloppes décorées de paillettes. Il en donna un à Jacqueline. Il y avait écrit « Joyeux Noël » et une famille dessinée, de petits personnages se tenant par la main. Elle y jeta à peine un regard. Je vis que cela l'avait touché bien plus qu'il ne voulait le montrer. Nous venions de finir le dessert. Ma tarte aux noix maison avec la crème fouettée que Lucas m'avait aidé à préparer. Et c'est alors que se produisit ce moment, celui qui resterait gravé en moi à jamais. Mais avant tout cela, avant les rires, les insultes, le silence, je n'étais qu'une femme qui essayait de prouver qu'elle méritait d'être là. Je voulais offrir à mon fils un souvenir de chaleur et de joie. À la place, il a eu la vérité. Et après cela, plus rien n'a été pareil. Vous savez comme on dit qu'on peut sentir la tempête avant qu'elle n'arrive ? L'air devient trop immobile, trop dense. C'est exactement ce que je ressentais à cette table.
Les rires s'étaient tus, mais quelque chose dans la pièce avait changé. Je ne savais pas encore qu'un moment allait détruire tout ce que j'avais construit. Nous servions des secondes parts de tarte. Lucas racontait à tante Claudine comment il avait aidé à fouetter la crème, et j'ai pensé un instant, peut-être que tout n'est pas perdu. Peut-être qu'on s'en sortira. Cet espoir n'a duré que quelques minutes. Jacqueline attrapa son verre de vin et dit soudain « Mathieu, tu es sûr que ce garçon est bien le tien ? Il a plus le visage de son grand-père que du tien. » Les mots flottèrent dans l'air comme du poison. Mathieu ne broncha même pas. Il s'adossa, esquissa un sourire, comme si ce n'était qu'une chamaillerie de famille, et dit « Tu ne sais même pas qui est le vrai père. » Je suis restée pétrifiée. On aurait dit que c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça. Quelqu'un de cruel qui ne me connaissait pas. Mais c'était lui, mon mari, l'homme avec qui j'avais construit ma vie. Ma première réaction, rire, plaisanter, faire semblant qu'il plaisantait. Parce qu'admettre qu'il était sérieux aurait été trop humiliant. Je l'ai regardé, espérant voir un sourire, un clin d'œil, un signe que ce n'était pas sérieux. Mais il n'y avait rien. Seulement le silence. Puis, le rire. Jacqueline éclata d'un rire rauque, la main devant la bouche, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. « Mon Dieu !» dit-elle. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche. » Hugo rit aussi, secouant la tête. Même Claudine esquissa un demi-sourire, comme si elle ne voulait pas s'en mêler mais ne pouvait s'en empêcher. Sophie me regardait les yeux écarquillés, paniquée, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Mon père se taisait. Sa mâchoire était si serrée que je pensais que ses dents allaient se fendre. Et mon fils, mon tendre, mon sensible, mon grand de cœur, Lucas, il était assis à côté de moi. Ses yeux fixaient son père. Il ne riait pas. Il n'était pas perdu. Il écoutait. Et un frisson glacé m'a parcouru. La tarte s'était transformée en cendre dans ma bouche. Tout à coup, j'ai ressenti chaque détail. Le tintement de la cuillère de Mathieu sur l'assiette. La façon dont Jacqueline faisait tourner son verre, l'odeur de cannelle dans l'air me narguant de mes efforts. Mathieu ne dit plus rien. Pas d'explication, pas d'excuse. Il reprit juste une gorgée, comme s'il venait de dire une banalité. J'avais envie de hurler. Non parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce qu'il leur avait permis d'y croire, permis de penser que je l'avais trompé, que j'étais une menteuse, que notre fils était une erreur. Et le pire, il l'avait dit devant Lucas. Mon fils, l'enfant que j'avais porté, aimé, protégé, celui qui me demandait chaque jour « Maman, tu es fière de moi ?» Mathieu avait pris ce qui était sacré et l'avait jeté sur la table comme une mauvaise blague. Je me suis tournée vers Lucas, et son visage m'a brisé le cœur. Il ne pleurait pas, il n'était pas en colère. Il avait l'air de celui qu'on met lui-même en doute, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de disparaître. Je voulais lui prendre la main, quitter cette maison, et ne jamais revenir. Mais Lucas repoussa sa chaise. Il se lève. Droit, calme, silencieux. Tout le monde s'arrêta. Même Jacqueline. Il balaya la pièce du regard, ses yeux grands ouverts, mais fermes, et dit « En réalité, je sais qui il est. » Ma respiration s'est coupée. J'ai tendu la main vers lui, non pour l'arrêter, mais pour le protéger. Mais il s'écarta un peu. Mathieu leva un sourcil. « Lucas, assieds-toi. » Mais mon fils ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Et j'ai compris alors, ce moment ne m'appartenait pas. Il lui appartenait. Lucas se tenait au milieu de la salle à manger comme s'il n'y avait pas d'adulte qui, quelques instants plus tôt, riait de son existence. Il ne se tortillait pas, n'abaissa pas les yeux. Il restait simplement debout dans sa chemise à carreaux, la poitrine se soulevant et s'abaissant, comme s'il tentait d'apaiser la tempête déjà passée. Tout le monde se taisait, même le cliquetis de la vaisselle s'était éteint. Le premier à rompre le silence fut Mathieu. « Lucas, dit-il sèchement,
Assieds-toi. Mais Lucas ne bougea pas. Ses petits poings étaient serrés, sa mâchoire tendue exactement comme celle de son grand-père Henri, quand on l'insulte. J'ai dit, reprit Mathieu plus lentement, assieds-moi toi. Et c'est là que je l'ai vu. Quelque chose avait changé sur le visage de mon fils. Ce n'était pas la peur, ni la confusion. C'était la détermination. Il regarda Mathieu droit dans les yeux et dit d'une voix claire. « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Tu n'es même pas vraiment mon papa. » Jacqueline poussa un cri. La fourchette de Sophie tomba dans un fracas. Claudine murmura « Mon Dieu !» Je me levai, sans savoir s'il fallait le protéger ou le laisser finir. Mes jambes tremblaient, mon corps m'échappait. Mais mon cœur me souffla. « Laisse-le parler. » Mathieu éclata d'un rire grossier, comme si Lucas avait fait une mauvaise blague. « De quoi tu parles? Ne sois pas ridicule. » Lucas se tourna vers la table. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. « Je t'ai entendu l'autre nuit dans la cuisine. Tu disais au téléphone que tu restais avec nous seulement pour ta réputation. Que tu ne t'étais jamais senti mon père. » Cette fois, ce fut Mathieu qui se figea. Sa bouche s'ouvrit, aucun son n'en sortit. Lucas promena son regard sur tous les convives, l'oncle, la grand-mère, la tante, ceux qui, un instant plus tôt, riaient comme si son existence était une plaisanterie. « Je sais qui est mon vrai papa, » dit-il. « Il est assis juste ici. » Il regarda Henri, mon père. Les yeux de celui-ci se remplirent aussitôt. Il ne bougea pas, se contentant de fixer Lucas comme s'il le voyait pour la première fois et se rappelait chaque minute vécue ensemble. « Cet homme, » poursuivit Lucas en désignant son grand-père, « m'a appris à faire du vélo. Il venait à l'école quand j'avais peur de parler. Chaque soir, il me raconte des histoires quand je dors chez lui. Il me dit toujours que je suis courageux, même quand moi je n'y crois pas. » Jacqueline tenta d'intervenir. « Mon chéri, ton papa ?»« Non », coupa Lucas avec une fermeté que je n'avais jamais entendue chez un enfant. « Mathieu est le mari de ma maman, mais ce n'est pas mon papa. Pas vraiment. » Après cela, le silence devint si lourd qu'on aurait pu le toucher. Mathieu bondit, sa chaise grinça sur le sol. « C'est n'importe quoi !» cria-t-il. « Camille, tu vas le laisser me manquer de respect comme ça ?» Je le regardais. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de dire « Je ne lui laisse rien du tout. Il dit la vérité. Et je ne vais pas le faire taire simplement parce que cela te dérange. » Mathieu ouvrit la bouche, puis la referma. Il chercha du regard un soutien, mais personne ne le lui offrit, pas même Jacqueline. Lucas regagna lentement sa place, mais il ne baissa pas la tête, ne se ratatina pas. Il s'assit comme un enfant qui a gagné le droit d'occuper sa place. Et moi? Jamais de ma vie je n'avais été aussi fière. Il avait pris ce dont il voulait le rabaisser. Le doute, la honte, les questions, et l'avait transformé en force. En 5 minutes, il avait dit avec un courage que je n'avais pas osé déployer en 5 ans. Cet instant changea tout. Non seulement la façon dont il le voyait, mais aussi la façon dont je me voyais. Je n'étais plus seulement une mère. J'élevais un lion. Le silence, après que Lucas se fut assis, n'était pas gênant. C'était ce silence qui tombe après un tremblement de terre, quand chacun tente de comprendre s'il reste de la terre ferme sous ses pieds. Personne ne toucha à son assiette, personne ne cligna des yeux. De la cuisine, on entendait le ronronnement du réfrigérateur. C'était dire le calme. Mathieu se tenait au bout de la table, les bras croisés, le visage tendu comme un ballon prêt à éclater. Je voyais la colère monter dans ses yeux, mais il ne criait pas encore. Parce que, quelque part au fond, même lui comprenait, le garçon venait de dire la vérité. « Ne t'emballe pas », grommela finalement Mathieu en direction de mon père, Henri. « On ne devient pas son père parce qu'on l'a gardé 2 ou 3 fois. » Henri ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il était trop absorbé par Lucas. Il se pencha un peu et hocha très légèrement la tête. Ce petit signe qui veut dire « je te vois », Lucas le regarda et esquissa un sourire. Ce bref échange était vrai. Mathieu se déroba, cherchant une porte de sortie.
Je me suis emporté, balaya-t-il. Tu sais ce que c'est quand on a bu. C'était une blague idiote, d'accord? Je me levai. Jusque-là, j'étais restée assise, tâchant de ne pas perdre mon sang-froid. Mais lorsqu'il appela de nouveau cela une blague, quelque chose se brisa net en moi. « Tu m'as humiliée devant toute ta famille, » dis-je. Ma voix était basse, égale, mais tranchante comme une lame. « Tu as voulu me faire honte devant notre enfant, et maintenant tu appelles ça une blague ?» Mathieu me regarda comme s'il ne me reconnaissait pas. Je fis le tour de la table, parmi les assiettes, la sauce renversée et les taches de vin sur la nappe blanche. Je m'arrêtai près de Lucas et posai la main sur son épaule. Il leva les yeux vers moi et j'acquiesçai. « Je n'ai honte de rien, » dis-je. « Ni de ce garçon, ni de l'homme qui l'a élevé quand toi tu ne l'as pas fait, ni de moi. » Jacqueline se tortilla sur sa chaise, tentant de reprendre la main. « Écoute, Camille, je suis sûre que ce n'est pas ce que tu voulais dire, mais tu comprends comment ça peut paraître de notre côté. » Je me tournai vers elle et répondis calmement « Tu n'as aucun côté ici. » Elle se tut. Mathieu serra le poing, s'acharnant à tenir sa position. « Tu en fais trop. On peut en parler plus tard, en privé. »« Non, » répondis-je. « Il n'y aura plus de discussion. Je ne te couvrirai plus. Tu veux mentir devant ta famille? Alors écoute la vérité en leur présence aussi. » Je balai la table du regard. Toutes ces faces qui, pendant des années, m'avaient contemplé avec suspicion. « Mathieu n'est jamais vraiment là, » dis-je. « Il n'est présent ni comme mari, ni comme père. Il apparaît pour les photos, pour les fêtes quand c'est joli à voir, mais pas quand c'est important. » Les lèvres de Mathieu se tordirent, mais il ne nia pas. Il ne le pouvait pas. Tout ce que Lucas sait de la force, de l'amour, de l'honnêteté, il ne l'a pas appris de Mathieu, poursuivis-je. Il l'a appris de mon père, de moi, des gens qu'il aime vraiment. Henri n'avait toujours pas prononcé un mot, mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux débordaient. Pas seulement de larmes, mais de fierté. Mathieu repoussa brusquement sa chaise et s'éloigna de la table en marmonnant je ne sais quoi. Je ne le suivis pas. Personne ne le fit. Lucas me regarda de nouveau et, cette fois, je m'accroupis près de lui. « Ça va ?» demandai-je. Il hocha la tête. Je voulais juste qu'il sache la vérité. Je souris. « Tu t'en es très bien sorti, mon trésor. Tu as dit ta vérité. C'est la chose la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. » Et à cet instant, au milieu du désordre, de la tension et du tableau fracassé de la famille, tel que je me l'étais imaginé, j'ai compris. Nous n'étions pas brisés, nous étions enfin libres. Le lendemain de Noël, la table était encore dressée. Des miettes sur les assiettes, un verre de vin à moitié plein, et cette carte « Joyeux Noël » que Lucas avait faite pour Jacqueline, toujours fermée. Cette nuit-là, Mathieu ne rentra pas dormir. Il attrapa ses clés, claqua la porte et dit qu'il avait besoin d'espace. De l'espace, la seule chose qui, à lui, n'avait jamais manqué, pensai-je. Après son départ, je restai longtemps debout dans le silence. Juste Lucas et moi. Il portait déjà son pyjama, roulé en boule sur le canapé, sous un plaid, avec son dinosaure en peluche préféré. Je le regardais dormir, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, paisiblement, comme si cette nuit ne l'avait pas brisé, même si elle l'avait changé. Elle nous avait changés tous les deux. Dans les jours qui suivirent, le silence de la maison ressemblait davantage à la paix qu'au vide. Plus de pas lourds, plus d'agressivité passive, plus de « tout va bien », fin quand rien n'allait. Juste mon fils, et moi. Et pour la première fois, j'ai compris le poids que je portais en protégeant quelqu'un qui ne m'avait jamais protégé. 2 jours plus tard, j'ai déposé une demande de séparation. Non par colère ni par vengeance, mais parce que mon fils mérite une maison où l'amour ne se mendie pas. Jacqueline a appelé une fois, a laissé un message où elle se disait, profondément déçue, par ce qui s'était passé, que j'avais laissé un enfant couper la parole aux adultes, et que je n'avais pas montré de respect pour son fils.
J'ai supprimé le message à mi-parcours. La femme qui a ri de ma douleur ne participera pas à ma guérison. Sophie et mon père appelèrent sans cesse. Henri a commencé à prendre Lucas le vendredi pour des soirées de garçons. Ils dînaient de crêpes, construisaient des cabanes avec des couvertures et s'endormaient devant des dessins animés de super-héros. Le dimanche matin, quand il me ramenait Lucas, il me serrait un peu plus fort et disait « Tu as bien fait » ou « Je te comprends, je suis là ». Il n'y avait pas besoin de beaucoup de mots. Je savais déjà. Lucas avait changé lui aussi. Pas en mal, simplement plus sûr de lui, plus curieux, plus direct. Il posait des questions difficiles. Est-ce que les adultes mentent quand ils ont peur? Et grand-père était comme un papa pour toi quand tu étais petite? Je répondais honnêtement, parce que désormais nous vivons ainsi. Nous disons la vérité, même quand c'est difficile. Je suis allée en thérapie. Et j'y ai inscrit Lucas aussi. Parce que parfois, le temps ne suffit pas pour guérir. Il faut de l'aide. Et il n'y a aucune honte à cela. Nous avions besoin, tous les deux, d'un lieu où confier notre douleur au silence et lâcher ce qui ne nous avait jamais appartenu. Après le dépôt des papiers, Mathieu a envoyé quelques messages. Il voulait parler, s'excusait de cette demi-excuse, bien masculine, où l'on regrette moins l'acte que ses conséquences pour soi. Je n'ai pas répondu. Et je n'en avais pas besoin, parce que voilà ce qui compte. On ne te dit pas ça du chagrin de trahison, il ne fait pas seulement mal parce que quelqu'un a brisé ta confiance, il fait mal aussi parce que tu l'as permis. Mais il y a autre chose dont on parle trop peu. Pour guérir, tu n'as besoin de l'autorisation de personne. Tu n'as pas à attendre des excuses pour avancer. Tu n'es pas obligé de rester cassé parce que quelqu'un t'a traité comme un objet jetable. Je ne suis pas jetable. Et mon fils non plus. Nous ne survivons plus. Nous vivons. Notre maison est devenue plus chaleureuse, même sans les affaires de Mathieu. J'ai retiré des étagères les cadres au sourire figé et j'y ai mis des photos qui ont du sens. Lucas au petit déjeuner, avec une trace de sirop sur la joue. Henri et Lucas pêchant sur un ponton l'été dernier. Moi avec Lucas nouveau-né dans les bras, les yeux gonflés de larmes et de bonheur à la fois. C'est notre histoire désormais, sans faux-semblants, sans silence, rien que la vérité et l'amour, celui qui arrive et qui reste, pas celui qui ne revendique qu'un titre.